Ok, donc voilà, donc effectivement, vous avez déjà entendu parler en fait d'un sujet relié lors du séminaire d'Yvan il y a quelques semaines. Et bon, aujourd'hui, je vais prendre un point de vue un tout petit peu différent. Je voudrais effectivement vous parler de propriétés de persistance pour l'équation de diffusion. Bon, je vais définir dans la suite ce que c'est. Et puis en fait, disons, un focus, disons, une connexion qui me paraît assez intéressante ici, sur laquelle je vais insister, et par laquelle je vais commencer en réalité. C'est en fait ces polynômes de Katz et une certaine type d'observables et de propriétés, de type de questions qu'on peut se poser à leur sujet. Et en fait, c'était ça la motivation en fait, initiale de ce travail, qui a commencé donc avec Satya il y a déjà un certain temps, dans les années 2006-2007, et puis qui a, disons, connu des développements plus récents dans ce papier avec Misha Poplavsky. Et l'essentiel de ces séminaires est, disons, basé en fait sur ça. Et donc je vais commencer plutôt par les polynômes de Katz, et on va voir en fait au fil du séminaire, je vais essayer de vous présenter un certain nombre de problèmes, en fait, de modèles qui sont reliés à ces questions. Je vais utiliser à moitié disons, en partie transparent, en partie le tableau. J'avais prévu de faire tout au tableau, mais en fait je me suis cassé une vertèbre en fait le week-end dernier, et du coup je me suis dit que bon, peut-être je pourrais m'appuyer un petit peu sur les transparents. Donc voilà. Le point de départ donc, sont ces problèmes ces polynômes de Katz. Donc on regarde des polynômes de degré n et dont les coefficients AI sont des variables aléatoires. Et pour simplifier un tout petit peu la discussion, on va supposer que ces variables sont gaussiennes et qu'elles sont centrées. Alors la question en fait de ces, disons le problème de ces lié à ces polynômes, disons, une question centrale, c'est la question en fait de ces racines. Et si je regarde, disons, c'est un polynôme de degré n, donc si je regarde la localisation des racines de ces polynômes dans le plan complexe, ben, en fait ce qu'on voit, c'est que bon, si n est assez grand, eh bien, les racines elles vont se trouver en fait très proches du cercle unité. Alors ça en fait c'est une simulation, c'est pas qu'un seul polynôme, en fait c'est un polynôme de degré 100, mais il y en a une centaine en fait. Alors ça, on peut le comprendre relativement simplement. En fait, l'argument en fait, bon, un peu classique pour expliquer ça, pour comprendre ça, c'est de dire que quand n est grand, si je veux que cette somme ici en fait soit nulle, bah, il faut en gros que tous les termes soient plus ou moins du même ordre. Et comme les AI ici sont des variables aléatoires gaussiennes, donc qui sont typiquement d'ordre 1, bah, si je veux en fait que tous ces termes soient du même ordre, hein, d'accord, j'ai des termes qui sont x puissance n avec n très grand, bah, ils ont tout intérêt à avoir un module qui soit très proche de 1. Et en fait, cet argument, il vous dit même un peu plus, il vous dit même qu'en fait, la largeur typique, ici, elle doit être typiquement d'ordre 1 sur n. Alors, puisque les coefficients ici sont réels, et je vais uniquement regarder ces polynômes ici dans la suite, ben, l'axe réel, en fait, est un axe de symétrie pour l'ensemble de ces racines. Et une conséquence de ça, ben, c'est qu'en fait, la ligne réelle, en fait, elle est très singulière. La densité, en fait, des valeurs propres, pardon, des racines sur cet axe ici, en fait, est singulière. Et l'étude des racines réelles de ces polynômes est un sujet qui est assez ancien, qui remonte aux années 30 avec des travaux de Poya et d'autres. Beaucoup de probabilistes, en fait, se sont intéressés à ces polynômes. Littlewood, Erdős et plein d'autres. Ce qui va m'intéresser ici, en fait, c'est ce qu'on peut dire sur le nombre de ces valeurs propres, de ces racines réelles, excusez-moi, petit n, grand n indicé petit n. Alors, le premier, disons, vrai résultat un peu concret, en fait, c'est un résultat qui est dû à Katz, c'est d'où l'appellation donnée à ces polynômes, et qui a montré que le nombre moyen de valeurs propres, de racines réelles, croît en fait lentement avec n, il croît logarithmiquement avec n, croît comme log n. Alors, un résultat, des raffinements de ces résultats, en fait, ont montré que ce 2 sur pi log n est très universel et dépend très peu, finalement, de cette loi, de la loi des AI. Et dès lors que vous avez des AI, en fait, qui ont un second moment, une distribution des AI qui ont un second moment qui est bien défini, et vous allez retrouver, en fait, ce coefficient 2 sur pi, totalement universel. Il y aurait un argument un peu à la main pour le log ? Non. Non. Alors,
Non, en fait, la seule façon que, à ce stade-là, je ne sais pas quoi dire. La seule façon, disons, on peut commencer à dire des choses quand on commence à regarder un peu la densité des racines réelles, mais je ne connais pas d'argument en fait simple pour ce log. Est-ce qu'il y a aussi une fraction positive sur le cercle unité? Absolument. Ah oui. Avec une loi aussi? Avec une loi. D'accord. Ouais. Excusez-moi, est-ce que ça change si je prends les AI qui sont corrélés? Alors, ok. Là, il y a moins de résultats sur ça, mais si les corrélations sont relativement faibles, dans un sens à préciser, on s'attend à ce que ça ne change rien. Okay. En gros, il faut des corrélations assez fortes pour commencer à voir quelque chose. Alors, il y a des théorèmes, des conditions un peu fines en fait sur ça. Donc c'est un résultat qui est très robuste. Ouais. Donc c'est un résultat qui date des années 40, donc qui est pas tout jeune. C'est un problème qui est assez difficile. Et malgré pas mal d'efforts, finalement, pendant une trentaine d'années, il ne va pas se passer grand-chose en fait sur le résultat, disons, probant ou marquant sur la statistique de ces racines, bien qu'il y ait pas mal de travaux. Et le résultat, un résultat marquant, c'est ce résultat de Maslova, qui montre deux choses, enfin qui montre plusieurs choses dans son papier. La première chose, c'est qu'elle calcule la variance de Cn, et ce qu'elle montre, c'est qu'en fait la variance en fait croît elle-même aussi logarithmiquement, avec un coefficient qu'elle peut calculer, et puis associé à ça, il y a un certain nombre de propriétés d'universalité qui sont associées à ça, qui sont à peu près les mêmes que ceux dont j'ai parlé pour la valeur moyenne. Et son papier contient un certain nombre d'autres résultats. Le premier résultat qui sera utile pour moi dans la suite, c'est que si je regarde ce qui se passe, disons, dans l'intervalle, disons, sur l'axe réel, ben en fait, l'axe réel, du point de vue de ces polynômes, je dois le diviser en un certain nombre, en 4 sous-intervalles, disons, que je vais décrire ici. D'accord, donc ils sont en gros l'intervalle moins l'infini 1, l'intervalle moins 1, 0, l'intervalle 0 plus 1 et l'intervalle 1 plus l'infini. Alors la première chose qu'on doit avoir en tête, alors pourquoi ces valeurs moins 1 et plus 1, on les a déjà rencontrées tout à l'heure. On a vu que l'essentiel des valeurs propres, enfin des racines, pardon, est sur cercle unité. Et donc quand je vais regarder la densité quand je vais regarder la densité de ces, disons des valeurs des racines, pardon. Donc si je regarde, si j'appelle ρ, ρ indice n de lambda, la densité de ces racines pour n fini, bien ce qu'on va voir, c'est qu'on va en fait avoir un pic en fait ici au voisinage de moins 1 et plus 1, donc c'est clairement ces pics quand n tend vers l'infini vont diverger eux-mêmes. Ils ont une largeur dont on a déjà parlé, qui est typiquement d'ordre 1 sur n. Et il se trouve que la divergence qui apparaît ici est une divergence en 1 sur x, et qui va finalement produire le log n dont on parlait tout à l'heure. Alors le point en fait de Maslova, c'est de montrer que ces quatre, si je regarde les racines réelles dans ces quatre intervalles, bien en fait ils sont, ces racines dans ces quatre sous-intervalles sont indépendantes. D'accord ? Donc ça signifie en fait que ces quatre sous-intervalles ici en fait sont indépendants. Donc on a quatre sous-intervalles indépendants. Et c'est pas très compliqué d'observer une autre chose qui est que, bon, il est clair qu'on a une symétrie x donne moins x dans ce problème. D'accord, donc en gros, c'est clair que R+, en fait, se comporte comme R-. Et il y a une autre symétrie qui est liée au fait que les AI ici sont indépendants de I. On a une symétrie qui est x donne 1 sur x. D'accord. Et ça, du coup, ça dit que cet intervalle-là, il est le même, se comporte statistiquement de la même façon que cet intervalle 1 plus l'infini. Donc la morale de cette histoire, c'est que ces quatre intervalles-là, en fait, sont non seulement indépendants et identiques. Ok. Et donc, je peux m'intéresser finalement dans la limite où n est grand. Alors ça, peut-être, je dois ça c'est uniquement vrai quand n est grand.
D'accord? Donc on peut calculer des corrélations et montrer qu'en fait elles tendent vers 0 quand même tend vers l'infini, mais c'est évidemment une propriété qui n'est vraie que dans les limites asymptotiques, qui est celle qui va m'intéresser dans la suite, naturellement. Et donc finalement, le résultat de tout ça, c'est qu'on peut se limiter à ce qui se passe dans cet intervalle-là, d'accord? C'est ce que je vais faire dans la suite, d'accord? Donc je vais appeler n indice n bar, disons, le nombre de racines réelles dans 0,1. Ok? Alors, j'ai pas fini encore avec les résultats de Maslova, parce qu'en fait, elle montre un résultat, disons, dont on devine la suite, une fois qu'on a calculé la valeur moyenne et la variance, on a envie d'avoir quelque chose qui est un théorème central limite. Et effectivement, ce théorème central limite, il existe. C'est-à-dire que si je regarde en fait la distribution, si vous voulez, de cet objet, ce qu'elle montre, c'est qu'il y a donc si je regarde en fait la probabilité que ce nombre de valeurs soit exactement égal à k, eh bien en fait ce théorème central limite, il dit que cette distribution elle est gaussienne autour de la valeur moyenne. Okay, donc quand n est grand, on va avoir quelque chose qui est piqué autour de, disons, alors là je regarde en fait un quart, si vous voulez, donc il faut diviser ces résultats par 4 pour avoir les bons nombres, mais enfin disons, ici je vais avoir quelque chose qui est en fait du coup 1 sur 2 pi log n, quand n est grand, puis j'ai quelque chose ici qui localement va être une gaussienne. Ok? Et donc la largeur de cette gaussienne, eh bien en fait elle est en racine de log n. Ok? Bon, ok. Donc ça c'est le statut, disons, qui est celui depuis, disons, 74, enfin qui est en fait, on a finalement depuis assez peu de résultats, enfin relativement peu de résultats additionnels. Mais une chose que les gens ont commencé à avoir envie d'explorer, c'est un peu ce qui se passe au-delà de la gaussienne. Est-ce qu'on peut dire des choses au-delà de ce pic gaussien? Ouais. Justement, les nombres d'ordre supérieur, ils sont en log n ou pas? Ils sont en log n, on va voir, mais ils sont en log n. Tous les cumulants sont d'ordre log n, donc ça c'est un de nos résultats. D'accord. Je vais y venir. Mais effectivement, il se trouve que tous les cumulants sont d'ordre log n. Une grande déviation en log n. Exactement, absolument. Donc c'est ça le point. Mais disons que la première façon dont les gens ont voulu explorer un petit peu ce qui se passait au-delà de la gaussienne, eh bien c'est un papier en fait très joli de Dembo et collaborateurs qui s'est posé une question un peu extrême. Donc ça c'est petit k. Et en fait ils ont voulu comprendre en fait ce qui se passait ici. Donc eux en fait leur question, c'est celle qui m'a intéressé, par laquelle on est un peu rentré dans ce problème. Donc c'est un papier en fait de Dembo et al. Enfin, Dembo et al. En fait il y a Zaitouni en fait dans le et al. Dembo, Poonen, Xing et Zaitouni. Donc c'est un joli papier en fait de 2007. Et eux, alors donc la question qui se pose, donc c'est une question un peu extrême, disons, du point de vue de ce que j'ai raconté jusqu'ici. Alors eux, en fait, voilà, ok, ils calculent en fait, donc j'ai deux valeurs, donc NN en fait c'est le nombre de, bon, je peux tout de suite parler de ça. Okay. Et donc ils se posent cette question en fait, quelle est la probabilité qu'il n'y ait aucune racine réelle dans l'intervalle 0,1. Bon, en réalité, leur question était plus globale, c'était de calculer la probabilité qu'il n'y ait aucune racine réelle sur l'axe réel. Et parce que suivant les arguments que j'ai expliqués ici, essentiellement, ça se ramène en fait à calculer la probabilité qu'il n'y ait pas de probabilité sur intervalle 0,1. C'est-à-dire que la probabilité qu'il n'y en ait pas sur l'axe réel, c'est cette probabilité sur 0,1 à la puissance 4. Alors, ce qu'il montre, c'est que cet objet-là, en fait, ça décroît comme une loi de puissance avec un certain exposant. Un exposant B, et cet exposant B, en fait, bon, ils ne savent pas le calculer, mais ils le caractérisent d'une façon qui est assez jolie. Ils caractérisent l'exposant B en termes des propriétés des zéros d'un processus gaussien stationnaire. Alors, de quoi il s'agit? Donc, qu'est-ce que c'est que ce B? Donc, c'est ça, finalement, leur résultat. Donc, je vais regarder, je considère un processus gaussien stationnaire.
que je vais appeler x de t. Donc ça veut dire que si je le regarde en fait à l'instant t, il a des fluctuations qui sont gaussiennes. Donc il est centré. Et d'autre part, donc il est gaussien et stationnaire. Donc il est gaussien, ça veut dire qu'il est complètement caractérisé par sa fonction à deux points. X de t plus tau. Et il s'agit d'un processus gaussien stationnaire. Donc cette corrélation ici, elle ne dépend que de tau en fait. D'accord. Je vais appeler ça petit c de tau. Et ce qui montre, eh bien, c'est que je vais m'intéresser à ce processus gaussien qui a une covariance qui est en 1 sur coche tau sur 2. Donc qui est le processus gaussien dont parlait Yvan la dernière fois. Et en fait, comment intervient qu'est-ce que c'est que cet exposant B? Eh bien, en fait, c'est, disons, la probabilité de persistance pour ce processus. Ok, c'est-à-dire que, qu'est-ce que je vais regarder? Ben, je vais regarder, en fait, P0 de T, qui va être la proba pour que, disons, X de taux ne change pas de signe, on ne croise pas 0, si vous voulez. Entre 0 et t. Alors cette probabilité, en général, on ne sait pas la calculer, mais par contre, il y a des théorèmes, ici un lemme qui s'appelle le lemme de Slepian, qui permet en fait de montrer assez simplement que cet objet-là, ça doit décroître exponentiellement, et ça décroît précisément avec le taux P, enfin 1 sur B, qui est cet exposant. D'accord? Donc c'est ça en fait le résultat en fait de Dembo et al. Et ce qui nous a intéressé, eh bien, c'est qu'il se trouve que ce processus-là, eh ben, il intervient dans d'autres problèmes qu'on connaissait, et en particulier, donc c'est là qu'on s'est intéressé à ça avec Satya. Il se trouve que ce processus, il intervient dans un problème qui est un peu plus simple, en tout cas superficiellement, qui a l'air plus simple, qui est celui de l'équation de diffusion en dimension D. Alors, je voudrais juste dire un mot sur ça, expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Et parler donc maintenant des connexions, des liens entre ce problème. Donc c'est une connexion vers un premier modèle qui est en fait l'équation de diffusion. Le problème est relativement simple. Donc je regarde l'équation de diffusion en dimension D. Donc qu'est-ce que j'ai en tête en fait? Donc je regarde en fait cette équation-là. Donc en D dimensions. Donc j'ai une dynamique qui est complètement déterministe, mais par contre j'ai une condition initiale qui est aléatoire. Et donc je vais partir d'une condition initiale en phi de x en 0. Je vais supposer que c'est un champ gaussien et qu'il y a des corrélations à courte portée. Donc ce phi de x0, il est gaussien, donc j'ai quelque chose disons, qui est de moyenne nulle si vous voulez. Et puis j'ai des corrélations qui sont et j'ai un champ qui est gaussien. Donc nous, on a commencé à s'intéresser à ces problèmes dans les années, effectivement, 2007-2008, en fait, peu après les travaux de Dembo. C'est un delta, oui, pardon, un delta D, en fait. Bon, c'est un delta D-dimensionnel, quoi. Okay. Donc ça peut paraître une... Bon, effectivement, on a l'impression qu'on a une condition initiale qui est quand même assez violente, mais la dynamique est très douce, elle, en fait. Hein, donc elle a tendance à très vite... Comment? C'est un bruit blanc. Ouais, c'est un bruit blanc, exactement. Alors bon, si vous avez des doutes en fait sur le label, la bonne définition de ces équations du point de vue mathématique, donc il y a Dembo ensuite s'est intéressé à ce qu'on avait raconté, et donc il a écrit un papier en fait dans Annals of Probability, Dembo Mukherjee, je crois 2015 en fait, où tout ça en fait est démontré en fait très proprement. C'est un très joli papier par ailleurs.
Alors, quel est le lien en fait avec la persistance dont je parle? Eh bien, peut-être je vais garder ça. Donc, je vais m'intéresser en fait à une question de persistance, si vous voulez, ici. Alors, ce problème de persistance, c'est un problème qui a été étudié en fait il y a déjà pas mal de temps, je crois, par deux groupes en fait. Satya, Clément Cyr, Alan Bray et collaborateurs, et puis Bernard Derrida, Vincent Hakim et Zeitak, et qui se sont intéressés donc aux probabilités de persistance en fait de ce problème. C'est-à-dire en fait, je regarde en fait, je vais regarder en fait, disons P0T, qui est en fait la probabilité, disons, pour que phi de x, pour que la probabilité que phi de x de taux ne croise pas 0 sur l'intervalle 0t, d'accord? Bon, et ça, bon, imaginons qu'on regarde le problème avec des conditions au bord périodique. Cette probabilité, elle ne va pas dépendre de x. Et ce qu'on peut montrer, eh bien, c'est que cette probabilité, elle va décroître elle aussi algébriquement. Elle va décroître algébriquement avec un exposant qui dépend de la dimension. D'accord? Et en fait, ce qui est assez remarquable, et donc c'est ce qu'on avait remarqué avec Satya, bien qu'en fait, c'est qu'il se trouve que ce B qui est là-haut, en fait, ben B, en fait, c'est juste θ en dimension 2. D'accord? Alors, la façon de montrer ça, donc ça c'est disons ce qu'on avait montré disons avec Satya. En 2007, 2008 et puis à nouveau en fait donc ça a été démontré rigoureusement par Dembo quelques années après. Alors la raison en fait, la façon dont on montre ça, eh bien c'est que on montre et c'est un calcul que dans ce cas-là aussi, si vous voulez, cet exposant de persistance, eh bien, il est gouverné par un processus gaussien stationnaire qui a exactement les mêmes corrélations. D'accord? Dans le cas du processus gaussien stationnaire, ouais. Tu as des hypothèses quand même sur la corrélation? Parce que si tu prenais Qu'est-ce que que C de t soit décroissant ou comme ça ou Ah, tu veux dire pour ça là? Ouais. Pour ça là? Oui. Ouais, il faut que ça décroisse exponentiellement. D'accord. Ouais. Donc si le corrélateur décroît exponentiellement à grand temps, Ouais. alors tu es garanti en fait que tu as une probabilité de persistance qui va décroître également exponentiellement. C'est pas vrai pour Einstein-Uhlenbeck par exemple, non? Ou c'est ça? C'est pas vrai pour Einstein-Uhlenbeck. Oui. C'est vrai pour Einstein-Uhlenbeck, mais là c'est même exactement une exponentielle dans ce cas-là. Ouais. Oui. Dans ce cas-là, c'est exactement une exponentielle. Oui, non, bien sûr, oui. En fait, l'idée c'est que justement, si tu veux, ces idées-là. C'est pas vrai pour le brownien. Comment? C'est pas vrai pour le brownien. Non, c'est pas vrai pour le brownien, mais. Pas stationnaire. Bon, voilà, c'est ça. Mais si tu le rends stationnaire, si tu fais une transformation de Lamperti où tu travailles tu normalises ton processus et tu travailles en temps logarithmique, bon, tu te ramènes aussi à un processus de type Einstein-Uhlenbeck. Et à ce moment-là, tu trouves que l'exposant c'est bien 1,5 comme il se doit. Mais en général, il n'y a aucun théorème en fait qui te permette de calculer ce B. Par contre, il y a pas mal de choses. Donc le lemme de base, c'est une inégalité en fait qui s'appelle l'égalité de Slepian. Donc il y a un truc assez vieux. Slepian, il a fait ça dans les années 60, 70. C'est plutôt des gens du traitement du signal en fait qui sont intéressés à ces questions-là au départ. Et ensuite, il y a toute une classe de raffinement, si tu veux, de ces résultats. Mais dans tous les cas, tu sais pas grand-chose sur B. Et le B ne dépend pas du taux de décroissance de ces deux taux par rapport à ça. Si, ouais. Il en dépend, mais par contre, sa dépendance, elle est très non triviale et on ne la connaît pas. Ah oui, donc. Mais bien sûr, elle en dépend. Donc ce B, il est vraiment pour cette décroissance-là. Ouais, absolument. Donc en fait, peut-être je peux être là, puisque là, il y a un exemple peut-être précis. En fait, ici, donc si maintenant je regarde, puisque je parle de l'équation, dans le cas de l'équation en D dimensions, il y a un processus gaussien stationnaire sous-jacent, mais qui est, donc si je regarde en D dimensions, si vous voulez, à nouveau pour ce problème, eh bien en fait on a un C de taux, je vais l'appeler CD, qui est en fait 1 sur coche
de t sur 2 à la puissance d sur 2. D'accord? Donc ça indique, puisque ici on a, donc, celui-ci dépend explicitement de la dimension, il y a une dépendance triviale, mais néanmoins elle est là, et en fait ça induit une dépendance très non triviale de l'exposant de persistance ici. Et il y a des dimensions, on connaît, θ de d. Alors justement, le point c'est qu'on ne sait pas, en fait, il n'y a aucun résultat exact en fait. Même d égale 1. Non, d égale 1 en fait, il n'y a aucun espoir, donc ce qu'on a obtenu en fait, nous, c'est le calcul en d égale 2, on sait le calculer exactement en d égale 2. Okay. On peut dire des choses sur la limite de grande dimension. À la limite de grande dimension, on sait que ça se comporte comme racine de d, et on sait dire des choses sur le préfacteur, en fait, qui est lié à un exposant de persistance d'un autre processus, mais il n'y a essentiellement pas de résultat. Il y a un autre résultat, une autre classe de résultats analytiques, en fait, peut-être que je dois mentionner à ce stade, c'est que on sait dire des choses dans la limite où d tend vers 0. Donc Hilhorst, en fait, dans les années 2000, en fait, a fait des choses en fait, sur l'expansion à d petit. Alors néanmoins, c'est vrai que pendant assez longtemps, on ne connaissait pas en fait, de résultats explicites en fait, pour cet exposant, mais il y a des tas en fait, de méthodes approximatives qui marchent avec une précision assez remarquable. Et ça a été beaucoup développé par Satya notamment. Donc nous, en fait, ce qu'on a essayé de faire, hein, c'est en gros, c'est d'essayer de... Bon, on a utilisé en gros d'une certaine manière cette connexion avec les polynômes aléatoires pour essayer de dire des choses sur d égale 2. Okay. Donc peut-être, je ne sais pas jusqu'où j'arriverai à raconter en fait ce qu'on a fait, donc peut-être c'est le bon moment pour faire un petit résumé en fait des résultats qu'on a trouvés. Bon, la première chose en fait, c'est qu'effectivement, on sait calculer exactement cet exposant b, et ce b en fait ici vaut 3/16. Bon, okay, donc ça, c'est la raison évidemment pour laquelle on sait calculer ces choses ici, c'est qu'il se trouve qu'il y a une structure, disons, intégrable entre guillemets, il y a une structure en fait de processus pfaffien en fait qui est un peu cachée et qui en fait permet de faire des calculs. Alors ce qu'on sait calculer également, donc c'est que donc, tout à l'heure c'était la question on sait calculer explicitement tous les cumulants. Donc, tous les cumulants en fait ils sont tous logarithmiques et ils ont en fait une expression qui n'est pas forcément très agréable mais qui est assez explicite. En termes de ces fonctions gamma et des nombres de scaling. Et alors effectivement, ça indique qu'en fait, maintenant si je reviens à la distribution complète, bah en fait on sait maintenant calculer complètement cette forme-là. Donc elle a en fait une forme quasi explicite, donc en fait bon, elle prend cette forme-là, donc on a une forme de grande déviation avec un taux disons qui est log n ici, enfin log n pardon ici. Et alors on a une expression assez simple pour effectivement que ça transformé de Legendre. Peut-être j'aurai l'occasion d'y venir tout à l'heure. Mais une fois qu'on a cette transformée de Legendre, bon, elle est difficile à inverser explicitement, mais par contre on peut calculer tout ce qu'on veut. Et en particulier, on peut calculer en fait, bon, ici le comportement à x petit. Donc on a quelque chose, ouais, effectivement ici qui est. Donc ici maintenant on comprend ce qui se passe jusqu'ici. On a comportement qui est singulier en x log x, enfin qui n'est pas rare en fait dans ces problèmes. Ton sigma, c'est la variance? Ouais, voilà, le sigma, ouais, effectivement. Si on substituait naïvement la gaussienne. Comment? C'est quasiment comme si on substituait donc, naïvement la gaussienne. Ouais, donc en fait. Tout le long. Quasiment, non? C'est pas tout le long, c'est le centre. Bah, disons, c'est vraiment au centre, tu vois. C'est ici, en fait, tu as quand tu es au voisinage, donc x moins 1 sur 2pi. Donc je suis vraiment ici, tu vois. Donc ici, j'ai la gaussienne. Ah oui, je pense que c'est d'accord. D'accord? Ah oui. Et puis ensuite, on a quelque chose qui est un peu différent, quoi. Ouais. Qui est même assez différent, et éventuellement, qui est gaussien, qui se trouve être gaussien de nouveau à grand X, mais avec un coefficient qui est évidemment pas le même. Bon, ok. Donc c'est ça en gros la chose qu'on peut montrer. Une des choses additionnelles qu'on peut montrer effectivement, c'est que les racines de ce processus gaussien stationnaire forment elles-mêmes un processus pfaffien. Donc on sait caractériser ça en détail. Peut-être à ce stade, parce que ça me sera utile dans la suite, on peut mentionner, j'ai envie de mentionner un résultat qui fait déjà apparaître lui des pfaffiens, qui est un résultat pour les polynômes aléatoires. Donc là ça commence à être assez agréable parce qu'on a maintenant une sorte de... donc ce problème de diffusion, il est connecté à ce problème de polynôme aléatoire. Et donc il y a plein de résultats en fait qu'on peut essayer d'importer. Et en particulier, il y a
une classe de résultats qui nous a été utile dans la suite, que peut-être je mentionne ici, donc qui est un problème, qui est un résultat qu'on peut importer directement des polynômes aléatoires. Alors peut-être une chose en fait que je dois dire aussi, c'est que la connexion, d'accord, ça peut-être c'est important de le dire, il y a une connexion avec les polynômes aléatoires, mais cette connexion elle existe que si je regarde le polynôme aléatoire autour de 1 en fait, hein, c'est tout ce qui se passe. Peut-être faut que je dise des choses comme ça. Vous vous souvenez en fait que donc j'ai mon polynôme Kn de x. Ok. Donc il est entre 0 et 1. Et donc si je regarde la densité, hein, vous vous souvenez que cette densité en fait elle a une structure bon, qui est comme ça. Et c'est clair en fait que la connexion entre les deux problèmes, en réalité elle n'existe qu'au voisinage de. Enfin c'est-à-dire le fait que je puisse approximer Kn de x par un champ gaussien, ça c'est vrai en fait qu'au voisinage de 1. Alors, je vais être plus précis. Il y a une connexion qui est la connexion précise, elle est comme ça. Elle est que si vous regardez en fait votre processus au voisinage de 1, c'est-à-dire que vous écrivez x égale à 1 moins 1 sur t, d'accord? Et bien cette variable aléatoire là, et en tant que processus, c'est-à-dire en tant que fonction de t, c'est quelque chose qui en loi est la même chose que le phi de x d'ici. Pardon, que le phi, disons en x égale 0, en t. D'accord? Donc je prends le champ phi à n'importe quel point. D'accord? Donc ça, c'est ça qui est vrai, et donc ça, c'est vrai, disons, dans la limite où n tend vers l'infini. D'accord? Donc il faut bien avoir en tête que ce n'est pas l'ensemble de la statistique du polynôme, en fait, qui est en lien direct avec... Mais c'est vraiment ce qui se passe au voisinage de x égale 1. Donc l'idée maintenant, c'est qu'effectivement, il se trouve que les gens, enfin, il y a une série de travaux de mathématiciens japonais. Donc ça, peut-être que je vais le mettre ici parce que ça va m'être utile dans la suite. Il y a un papier en fait qui nous a beaucoup aidé, qui est un papier de Matsumoto et Shirai. Et alors eux, en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que si je regarde. Eux, ils s'intéressaient juste au polynôme de Katz, mais ils avaient identifié que ces polynômes de Katz, ils avaient une structure pfaffienne. Enfin, il y avait des pfaffiens qui traînaient. Et en particulier, ce qu'ils sont capables de calculer, enfin, ce que je peux importer, c'est que je peux montrer en fait que toutes ces, en utilisant leurs résultats et ce mapping qu'on a établi ici, ben, en fait, je peux calculer des fonctions, les fonctions à deuxième point en fait. Et ça, en fait, ces fonctions-là, alors pardon, c'est pas exactement phi lui-même, enfin phi aussi, mais plutôt que phi, excusez-moi, c'est pas phi lui-même, c'est le signe de phi, pardon. Donc c'est les fonctions de corrélation du signe. D'accord? Mais du point de vue des zéros, en fait, regardez phi ou le signe de phi, c'est rigoureusement la même chose. Et ça, donc ça c'est ce que je peux dire en utilisant ça, c'est qu'en fait ça, bon, c'est un calcul un peu longuet que je ne vais pas avoir le temps de faire ici, mais ça s'écrit en fait comme le pfaffien d'une certaine matrice. Et cette matrice, c'est une matrice, donc c'est une matrice antisymétrique. Peut-être je vais donner son expression parce qu'elle est relativement simple et que dans la suite, voilà, retrouver. Je vais juste pas me tromper. Ouais, donc la matrice A, donc c'est une matrice qui est antisymétrique. Donc si je regarde I plus petit que J, AIJ, c'est une fonction arcsinus en fait essentiellement. Alors c'est une fonction arcsinus de quoi? Donc c'est 2 sur pi, arcsinus de 2 racines de TI, TJ divisé par TI plus TJ. Et elle est antisymétrisée. C'est des trucs qui apparaissent dans le D'accord. Ça, je ne connais pas. Ça n'a pas avec l'intégrabilité. J'imagine, mais
D'accord. Bah, je serais content de savoir, d'avoir un rêve sur ça. Donc en fait, si j'ai le temps de mentionner tout à l'heure, donc il se trouve que ça, c'est aussi intervient aussi dans votre papier avec Bernard et Vincent Hakim sur la chaîne d'easing en fait. Je reviendrai dans la suite, mais c'est une autre façon de faire la connexion avec. Pour un processus gaussien stationnaire quelconque, Ouais. qu'est-ce qu'on connaît de ces fonctions des signes? Bah, pas grand chose en fait. Rien. Ouais, essentiellement rien. À 2 points, c'est toujours un arsinus. Voilà, exactement. Donc il y a au-delà. Donc ok. Donc ça, effectivement, c'est une bonne remarque. Cette identité pour m égale 1, en fait, elle est triviale. Par contre, effectivement, le fait que si tu veux ici, elle se transporte à un nombre plus grand de points. À ma connaissance, c'est le bon. Je ne sais pas que c'est le seul, mais enfin, c'est le seul que je connaisse en tout cas pour lequel. Donc on est évidemment en train d'en chercher d'autres, mais en général, on ne sait rien dire. Donc, il y a effectivement un peu un miracle ici qui est lié à une notion d'intégrabilité du modèle. Alors, peut-être ici, je dois dire que bon, ça c'est très joli, mais en fait, on n'est encore pas avec tout ça. Donc, je voudrais dire un mot expliquer un petit peu comment on a réussi à calculer cet exposant. Alors, on voit des Pfaffiens qui apparaissent ici, on voit des polynômes aléatoires. Moi, en fait, j'ai un certain intérêt pour les matrices aléatoires, et en fait, une question assez naturelle que je me suis posée, c'est de savoir si ces polynômes de Katz, je ne pouvais pas les relier à des modèles de matrices. Et en gros, est-ce que je ne peux pas voir ce Kn de x comme le polynôme caractéristique d'une certaine matrice aléatoire, et essayer de caractériser ces matrices. Alors, il se trouve qu'en fait, ces matrices, on les a trouvées, et ce sont des matrices qui s'appellent les matrices tronquées. Peut-être en dire un mot. Donc voilà, à nouveau, hein, ça c'est ce que je viens d'expliquer. C'est ce qu'on a essayé de faire. Alors on voit qu'on a des... effectivement, donc on va se demander, est-ce qu'il y a un modèle de matrice, est-ce qu'il y a une matrice dont ça pourrait être le polynôme caractéristique? Bon, le premier réflexe un peu naïf, c'est de dire que bon, on a les zéros, comme on l'a dit, sont proches du cercle unité. Donc on va chercher en fait des matrices qui sont peut-être proches de matrices orthogonales. Orthogonale ici, pour être orthogonale ou unitaire, ici j'ai en tête des coefficients qui sont réels, donc je vais plutôt aller chercher des matrices orthogonales. Et donc évidemment, c'est un cas un peu singulier où toutes les valeurs propres sont sur le cercle unité. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les modifier un petit peu. Et en fait, une façon naturelle de les modifier, c'est de regarder ce qu'on appelle les matrices tronquées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une matrice tronquée? C'est très simple. Vous prenez une matrice, vous avez une matrice ici n par n, qui est une matrice orthogonale, et puis vous la tronquez. Donc, vous enlevez une ligne et vous enlevez une colonne. Okay. Et puis là, il vous reste une matrice n-1, n-1, et c'est cette matrice-là, en fait, qu'on appelle une matrice tronquée. Okay. Alors, cette matrice, on peut dire des choses sur elle, et en particulier, on n'est pas les premiers à avoir étudié en fait ces modèles-là. Il se trouve que ça a été étudié d'une part en physique, mais aussi en maths. Et en maths, on peut utiliser en tout cas une série de résultats de Krishnapur et al. Donc ils ont un très joli papier sur les Gaussian Analytic Functions, Krishnapur, Perez et Virag. C'est assez solide. Et puis Forrester en fait a repris ces idées. Et ce qu'on peut montrer, donc si je regarde en fait les valeurs propres de Mn, donc ça c'est vraiment plusieurs matrices tronquées. Bon, vous voyez qu'en fait elles commencent à avoir quelque chose qui ressemble un peu qualitativement au polynôme de Katz. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'à l'œil en fait on le voit, mais si vous travaillez un petit peu, si vous étudiez un peu en détail le polynôme, je ne vais pas le faire là parce que c'est un petit peu long, mais si vous regardez un peu en détail le polynôme caractéristique de ces matrices-là, eh ben, vous pouvez montrer qu'ils se réécrivent dans la limite où n est grand, il commence à ressembler en fait à des modèles, un polynôme de Katz. D'accord. Donc ça, ok, j'avais prévu de le raconter, mais là je vois que déjà je suis déjà en fait à 45, donc bon, je pourrais vous en dire plus. Bon, pour l'heure, croyez-moi sur parole. Donc il y a cette connexion. Et donc en fait, ce qu'on a essayé de faire, donc avec Poplavsky, eh bien, c'est d'étudier un petit peu ces matrices Mn et en gros de regarder ce qu'on appelle la persistance pour Mn. C'est-à-dire, alors, il y a une chose additionnelle qu'on peut montrer, c'est que si vous regardez les racines, les valeurs propres réelles de cette matrice, eh bien, les deux, il y en a une propriété un peu analogue à celle que j'ai énoncée tout à l'heure pour les polynômes de Katz, qui est que les deux intervalles 0, 1 et moins 1, 0 sont découplés quand n est grand.
Et donc je peux juste regarder ce qui se passe dans l'intervalle 0,1. Et donc je voudrais calculer cette probabilité. Et ça, à cause de cette équivalence, si vous voulez, entre les deux problèmes que j'ai mentionnés, ben on peut montrer que ça décroît avec le même exposant B, en fait. D'accord? Donc ça, c'est lié à nouveau à cette propriété. Hein. D'accord? Donc en fait, statistiquement, les racines de Kn, elles sont comme les valeurs propres de Mn. C'est vrai, en fait, pour les valeurs propres réelles comme pour les valeurs propres complexes. Mais disons ici, je m'intéresse simplement à ce qui se passe sur l'axe réel. Et donc, les propriétés de persistance, je m'attends à ce qu'elles soient les mêmes. Okay. Donc ça, c'est un point, en fait, bon, qu'un physicien accepterait. Enfin, disons, l'argument qu'on a est un argument que n'importe quel physicien achèterait. Du point de vue mathématique, c'est un peu plus compliqué à justifier, mais bon, c'est clairement vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, disons, une petite dose ici d'arguments un peu à la physicienne. Mais j'ai oublié de dire qu'en fait, que Micha était plutôt un mathématicien, donc il avait quand même en tête, qu'on démontre des choses un peu rigoureuses. Donc, l'idée, en fait, c'est de s'intéresser à cette probabilité. D'accord? Donc, je reviens maintenant à la matrice M de n. 2n parce que si elle est d'ordre impair, je vais toujours avoir une racine quelque part. En revanche, quand elle est paire, ce n'est pas le cas. Et donc, je veux calculer cet exposant-là. D'accord. Alors ça, c'est le gros c'est le calcul en fait qu'on peut faire avec ça. Et là, on sait en fait que ces matrices-là, ces matrices tronquées, elles ont une structure de Pfaffien. D'accord. Alors, ce qu'on sait faire, d'abord, c'est écrire explicitement. C'est pas si évident. On peut écrire la loi jointe en fait de ces gens. D'accord. Donc, j'ai un certain nombre de valeurs propres réelles, un certain nombre de valeurs propres complexes. Et ça, je sais écrire cette loi. D'accord. Donc, ça ressemble un tout petit peu à des matrices de type matrice un peu type Ginibre, hein, si vous voulez. Les valeurs propres, elles vivent dans le plan complexe. Mais on a deux populations. On a des valeurs propres réelles, des valeurs propres dans le plan complexe. Et elles sont sujettes au même potentiel. Et puis, elles interagissent les unes avec les autres via ce potentiel logarithmique ici. Bon, et une fois qu'on a ça, eh bien, on peut dire un certain nombre de choses. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on sait calculer le genre de probabilité qu'on veut calculer. Et ça se fait avec... donc on sait que ces valeurs propres, elles forment un processus déterminantal Pfaffien, un processus Pfaffien. Et il y a peut-être une série de papiers dont on s'est pas mal inspiré, du point de vue technique. Je n'ai pas mis leur nom, donc je devrais le mentionner ici, qui sont en fait une série de papiers de Borodine et Sinclair sur les manipulations de ces intégrales matricielles, enfin disons. En gros, comment manipuler ce genre de mesures, et les intégrales qui vont avec. Et en fait, le résultat est assez simple, c'est même assez remarquable, c'est remarquablement simple, c'est que cette probabilité-là, la probabilité qui nous intéresse, en fait, elle s'écrit à la fin très simplement comme un déterminant. Bon, alors il faut un peu de travail pour arriver à ça, mais on a une matrice qui est, donc si je regarde cette matrice-là, c'est une matrice en fait de type matrice de Hilbert, ce qu'on veut, c'est ensuite comprendre l'asymptotique de ce déterminant quand n est grand, et ça peut se faire, et on sait le faire assez proprement. Moi, je sais le faire un peu avec des méthodes de physicien, mais ça se fait aussi de façon totalement rigoureuse. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que cette probabilité, elle décroît comme n puissance moins 3 huitièmes. Okay. Et donc, il y a des intégrales à la fin qui se font miraculeusement, en fait, et qui produisent ces nombres très simples, et qui permettent du coup de calculer directement l'exposant ici. Okay. Bon. Donc ça, c'était, c'est une façon en fait d'obtenir cet exposant. Maintenant, cet exposant 3/16e et cet exposant 3/8e, ils font penser à d'autres exposants de persistance que Vincent avait obtenu avec Vincent Hakim et Bernard Derrida en ce qui concerne la chaîne d'Ising. Donc ça, je voudrais vous présenter une autre façon, un autre modèle encore qui est relié à tout ça. Donc je prétends en fait que ce modèle d'Ising en 1D. Donc c'est un quatrième modèle qui vient se joindre à celui-là. On a vu les polynômes de Kac, on a vu les quotients de diffusion, on a vu les matrices tronquées. Donc je prétends qu'il y a un quatrième modèle qui rentre dans cette classe et qui finalement en fait sont tous gouvernés par
ce processus gaussien là. Donc un rappel très rapide en fait, hein, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais donc je regarde la chaîne d'easing en 1D et je vais regarder une dynamique de Glauber en fait sur cette chaîne. D'accord. Donc je pars d'une condition de haute température totalement désordonnée et puis ensuite je vais faire la dynamique de Glauber à température nulle. D'accord. C'est-à-dire que je vais regarder mes voisins, donc autant T plus dt, avec une probabilité delta T, je vais prendre la valeur du spin de mon voisin de gauche, ici de droite, avec une autre probabilité delta T, celle du voisin de gauche, et puis avec une certaine proba, je ne bouge pas. Et vous voyez un petit peu la dynamique que ça va donner, hein, c'est relativement simple. Hein. Ici, voilà, je pars d'une configuration à température nulle, celui-là il va bouger, il va prendre la valeur de celui-ci. Celui-là va bouger, il va prendre la valeur de son voisin, etc. Et puis vous évoluez la dynamique et vous arrivez à une certaine configuration à l'instant T. C'est assez simple, assez trivial. Alors, la question en fait que Vincent et Bernard se sont posées, c'est la question de la persistance dans ce contexte. D'accord? C'est-à-dire que donc là, on imagine qu'on a une chaîne infinie, donc tous les spins sont statistiquement identiques, et vous voulez calculer la probabilité de persistance du site sigma i. C'est-à-dire quelle est la probabilité pour que le spin en sigma i n'ait pas flippé en fait jusqu'à un certain temps t. D'accord? Alors ça, il se trouve que pour faire ça, ce que vous avez remarqué, c'est que si vous regardez en fait cette chaîne infinie, en fait, si vous regardez par exemple, vous voyez ce spin ici, en fait, il n'a pas bougé. Et tant qu'il n'a pas bougé, d'une certaine manière, c'est assez simple de voir que ces deux demi-espaces ici sont totalement découplés. Et donc, au lieu de regarder la chaîne infinie, on va regarder une chaîne semi-infinie et je vais regarder en fait ce qui se passe pour le spin du bord. D'accord. Alors, ça paraît un peu simple hein, comme observation, mais et puis celui-là, il a sa propre dynamique. Il faut évidemment que je modifie un petit peu sa dynamique puisqu'il n'a pas de voisin de gauche. Donc le résultat de ça, c'est que ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de regarder. Alors maintenant, la chaîne est semi-infinie, donc évidemment, tous les spins en fait ne jouent pas le même rôle. Et je vais regarder ce qui se passe pour le spin au bord ici, à i égale 0. D'accord ? Et donc je vais appeler R de t la proba pour que celui-là n'ait pas changé de signe. Et bon, c'est pas très compliqué de voir que maintenant je peux relier la chaîne infinie à la chaîne semi-infinie simplement en les collant, quoi. Ok ? Alors le résultat, c'est joli évidemment de Bernard Derrida, Vincent Hakim et Vincent Pasquier. Eh bien, c'est que ce R de t, il décroît avec un exposant 3/16e qui est en fait la même valeur que l'exposant B qu'on a trouvé. Okay, donc, bon, quand même envie de comprendre un petit peu pourquoi c'est comme ça. Alors en fait, il y a une façon de comprendre pourquoi c'est comme ça, et ce qu'on peut montrer, eh bien, c'est que le sigma 0 en t, c'est exactement le même processus que le signe de phi 0 à l'instant t pour l'équation de diffusion en dimension 2. C'est exactement les mêmes processus. Alors pour faire ça, on va calculer les fonctions de corrélation à tout temps en fait, dans le modèle, dans la chaîne d'easing. C'est ça qu'on a fait. Alors pour faire ça, il y a un mapping qui est très joli, qui est une reformulation du modèle d'easing en un modèle de particules coalescentes. Donc ça, c'est très utile parce que donc l'idée, c'est la suivante, hein, c'est que, bon, j'ai une sorte de modèle de Vauteur en fait ici, mais l'idée en fait, c'est de, donc si je regarde ma configuration à l'instant t, à chaque pas de temps, je remonte vers l'ancêtre en fait, donc je connecte chaque site à son ancêtre, d'accord. Donc celui-ci, vous voyez en fait, entre ce temps-ci et ce temps-là, il a pris la valeur de son voisin de droite, donc je connecte le chemin à son voisin de droite. On voit qu'ici, il n'a pas changé. Et puis finalement, durant la dernière étape, ici, enfin plutôt la première, il a pris la valeur de son voisin de droite. Et donc j'ai ce chemin-là. Donc ici, en fait, je change, je fais une sorte de renversement du temps et je regarde en fait une dynamique dans le, disons, backward. Je regarde en fait ce qui se passe lorsque je remonte le temps. Et donc vous pouvez vérifier que ces chemins-là, ils me donnent en fait toute l'histoire de la dynamique finalement qui va m'intéresser. Et en particulier, vous voyez qu'une fois qu'on a ça, si vous voulez calculer par exemple la valeur du spin en sigma i à l'instant t ici, il suffit en fait de connaître son ancêtre et la valeur du spin qu'il avait ici. D'accord ? Donc finalement, c'est ça qui est intéressant, hein, c'est que effectivement, le sigma i de t, c'est simplement le sigma en i0
à l'instant t égale 0. La question, c'est de connecter maintenant ce i à ce i0. Mais on voit qu'en gros, on va avoir à étudier en fait ces dynamiques de marche coalescente. Et c'est pas non plus très simple, disons, pas très compliqué de se rendre compte que, au moins dans la limite, une limite continue, ces marches-là, en fait, sont des marches aléatoires. D'accord ? Alors, une fois qu'on a ça, en fait, on voit qu'on peut aussi calculer des fonctions de corrélation. Par exemple, si je veux calculer une fonction de corrélation ici au même temps, mais à deux sites différents, par exemple celui-ci et celui-là, eh bien en fait, cette sigma i de t, sigma jt, c'est juste sigma i0 de 0, sigma j0 de 0. Et donc, évidemment, je veux faire, au départ, je vous rappelle que la condition initiale, c'est que les spins sont juste plus 1 ou moins 1 avec une probabilité 1,5. Et donc, quand vous avez moyenné ça sur les conditions initiales, ben, en fait, soit ces deux-là sont les mêmes, et auquel cas, ça va donner 1, et si elles sont différentes, ça va donner 0. Okay, donc, finalement, donc, si je voulais calculer, en gros, ce genre de choses, donc ça, c'est après moyennage sur les conditions initiales, donc en gros, ça veut dire que si je regarde ces deux-là, bah, en gros, la probabilité pour que ce truc-là soit non nul, ben, c'est la probabilité pour que ces deux chemins aient coalescé. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on peut calculer les fonctions de corrélation. Alors ça, là, ici, je parle de fonctions de corrélation, disons, spatiales, mais on peut adapter ça à des fonctions de corrélation temporelles, et on a ce genre de choses. Donc moi, ce qui va m'intéresser, vous voyez, c'est de regarder ce qui se passe uniquement pour le spin en 0. Et donc, le spin en 0, vous voyez que je vais avoir à regarder en fait des chemins qui ont cette structure-là. Qui partent de 0 et puis qui ensuite coalescent ou coalescent pas. Mais par contre, il y a une remarque qui va nous être assez utile dans la suite, c'est que parce que ici, vous voyez, j'ai un système qui est semi-infini, l'ordre en fait est conservé. C'est-à-dire qu'en fait, ces chemins-là, ils sont toujours ordonnés. Donc même s'ils partent à des temps différents, ils vont toujours rester ordonnés. Si ce n'était pas vrai, bah, vous voyez que celui-là, par exemple, il pourrait partir de ce côté-ci, ce qui n'est pas le cas ici. Et donc je vais pouvoir utiliser tout ce qu'on sait sur la combinatoire des chemins en fait, qui ne se croisent pas pour calculer des choses. En fait. Alors qu'est-ce que je veux calculer? Typiquement, je vais vouloir calculer une fonction, donc je peux illustrer assez simplement ce qui se passe sur la fonction à 2 points, par exemple, enfin à 2 temps plutôt. Et donc, typiquement, si je regarde une fonction à 2 temps, donc je vais vouloir regarder quelque chose comme ça. Et donc à nouveau, comme je l'ai mentionné, je vais regarder en fait donc on va avoir des configurations, disons qui ont cette structure-là. Donc ici, je vais supposer T1 plus petit T2. Donc ça c'est le vrai temps, pardon. Et ça, c'est le temps de la dynamique des chemins de coalescence. Mais enfin, typiquement, vous voyez que vous avez deux types de situations. C'est-à-dire, soit ces chemins en fait coalescent pas, et auquel cas ce truc-là en fait va être égal à 0. Soit ils coalescent, et auquel cas, donc je pourrais au contraire avoir une autre dynamique qui aurait cette structure-là. Et donc là, j'aurais quelque chose qui vaut 1. Donc là, j'ai quelque chose qui vaut 1 quand elles se croisent, et qui vaut 0 quand elles ne se croisent pas. D'accord. Donc ça signifie que, en fait, en gros, quand je vais en fait calculer ça, ce truc-là, c'est exactement la probabilité que ces deux chemins se croisent, en fait. Alors la probabilité que deux chemins se croisent, on aime bien, mais on aime bien encore mieux la probabilité que deux chemins ne se croisent pas. Et donc là, ça, c'est simplement en fait 1 moins la probabilité qu'ils ne se croisent pas. Donc C12, c'est la proba pour qu'ils ne se croisent pas, pour que les chemins ne se croisent pas, d'accord? Bon, ça en fait, on sait le calculer assez simplement pour deux marcheurs. Donc ça c'est assez simple parce que je regarde une fonction de corrélation à 2 temps, mais maintenant vous voyez que, imaginons, bon, si je regarde une fonction de corrélation à 3 temps, par symétrie elle est nulle. Enfin, si j'ai un nombre impair de temps, forcément elle est nulle par parité. La première non nulle, ça va être la fonction à 4 temps. Et donc là vous voyez en fait que les fonctions à 4 temps, elles vont faire intervenir des chemins où ils arrivent en fait soit à 2, soit à 4. D'accord ? Et donc en fait on a des problèmes de partition un petit peu qui sont cachés en fait derrière ça. Mais qui permettent en fait de reformuler ces calculs de manière
un peu combinatoire, quoi. C'est-à-dire que si par exemple, bon, j'illustre en fait. Et que je calcule ça, ben les seules configurations qui vont contribuer, vous voyez, c'est des configurations pardon, qui vont cette forme-là. Donc, soit ces deux-là coalescent, et puis ces deux-là finissent aussi par coalescer. Et puis j'ai celle où ils coalescent tous les quatre. D'accord? Et puis, bon, bah, vous voyez comment ça se généralise, quoi. Enfin, bon, vous voyez que pour les fonctions de corrélation, après, à plus grand nombre bon, ça commence à être un peu plus tordu, mais enfin, on voit à peu près comment les traces, enfin, comment les compter, en fait. On voit ce qu'on a à compter. Alors, de la même façon qu'ici, donc, comment je les compte? En fait, bon, il se trouve qu'il y a une quantité enfin, il y a un set de quantités assez centrales qui joue un rôle important, disons, qui sont l'équivalent de ça. Donc, vous voyez que celle-là, j'ai pu la calculer en fonction de la probabilité pour que deux chemins ne se croisent pas. En gros, pour calculer ces genres de probabilités-là, je vais avoir besoin de calculer toutes les probabilités pour que, disons, k particules, enfin 2 k particules ne se croisent pas. D'accord? Donc, je prends en fait, donc en général, les objets que je vais avoir à regarder, c'est les objets que je vais appeler CK, disons. CK, donc ça va être des objets qui dépendent de 1, 2 et 2K. Et en gros, c'est la probabilité pour qu'aucune paire se croise. Qu'une paire de chemins se croise. Ok, c'est pas très bien dit en fait. Enfin, vous avez compris quoi. Se croise. D'accord. Bon, et donc en fait ça, là on commence à voir en fait on imagine qu'on peut avoir des Pfaffiens parce que donc ici vous voyez que on a des positions, on a des chemins en fait qui se croisent pas à nouveau. Hein. Donc si j'ai des chemins qui ne se croisent pas, bon je vais pouvoir utiliser des formules type Lindström, Gessel, Genoa, Carlin, MacGregor pour calculer ces probabilités de non-croisement. Et donc ça va m'être donné par un certain déterminant. Et je vais intégrer ce déterminant sur toutes les phases, sur toutes les positions d'arrivée. Et en fait, quand on intègre un déterminant, on a les formules, disons, d'intégration de De Bruyne, en fait, qui vous donnent tout de suite des Pfaffiens, en fait. Donc on voit en fait qu'on a des Pfaffiens. Et en fait, ces objets-là, vous les aviez aussi identifiés comme étant des Pfaffiens. Nous, ce qu'on a fait, c'est de jouer avec pour calculer en fait ces choses-là. Ça, on l'a retrouvé, mais c'est très connu dans les matrices. Godin l'avait trouvé dans les matrices orthogonales. D'accord, c'est le fait que c'est... d'accord. Mais j'ai vu que vous citiez méta en fait pour ça, donc j'imaginais que c'était... Ouais, d'accord. Donc en fait avec ça, ce qu'on peut montrer effectivement c'est que le sigma 0t c'est exactement la même chose que le signe de phi. Donc comment on fait ça? On montre en fait que les deux fonctions, que de part et d'autre les fonctions de corrélation à un nombre arbitraire de temps coïncident. D'accord? Donc ça, si vous voulez ça, en fait on l'a emprunté en fait à Shirai et Matsumoto via cette connexion avec les polynômes aléatoires. Et puis ce côté-là, c'est nous qui l'avons calculé. Et ça, ça se recalcule. Hein. Donc effectivement, le résultat de ces manipulations là, en fait, dont j'ai parlé, c'est qu'en fait on peut réécrire ces fonctions de corrélation de sigma 0 comme des Pfaffiens avec exactement la même matrice en fait. Et donc, donc les deux processus sont les mêmes et donc leur probabilité de persistance en fait coïncide. D'accord. Donc c'est une autre façon si vous voulez de retrouver le 3/16e. Bon, je vais juste conclure rapidement, donc une petite récapitulation de ce qu'on a fait là aujourd'hui, enfin ce que je vous ai montré. En fait, j'ai parcouru les choses plus ou moins en fait, dans ce sens-là. Donc, je suis parti des polynômes de Katz. En fait, j'ai montré qu'effectivement, il y avait un processus gaussien associé. Et puis, de ce processus gaussien, je suis arrivé en fait à l'équation de diffusion. Et puis, en fait, il y a des conditions périodiques dans ce tableau. En fait, on est arrivé ici. Et ça nous a permis en fait de calculer l'exposant de persistance, vraiment, explicitement. Et puis, je vous ai montré qu'il y a une autre connexion, en fait, qui est en fait cette chaîne, enfin, disons, le spin. À l'origine dans cette chaîne d'Ising semi-affine. Donc tous ces gens en fait sont gouvernés par ce processus gaussien. Alors donc il
l'un des rares à avoir une structure, disons, une structure intégrable. Il a ce qu'on peut montrer, c'est que ces zéros en fait forment un processus pfaffien. Et ça, en fait, bon, c'est plus ou moins une extension, disons, des résultats de Matsumoto et Shirai. Alors, à partir de ça, on peut calculer la probabilité de persistance, P0T, on peut le calculer exactement. Et en fait, c'était l'objet en fait du très beau résultat de Divan, qui en fait montre qu'on peut réexprimer cette probabilité de persistance à l'aide d'une solution d'une PAM-V6. Donc on a un modèle intégrable ici et il a son équation de PAM-V. Donc à partir de ça, en fait, on peut calculer en fait l'exposant 3/16e. Et puis en fait, bon là, avec Poplavsky, en fait, on essaie d'aller un peu plus loin. Donc, on est en train de calculer cette. Bon, c'est un peu pour la gloire, mais ok. Bon, ce que je veux dire, c'est on a une machinerie maintenant qui permet en fait de calculer en fait plein de choses en fait pour ce processus. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Et je vous remercie. Est-ce qu'il y a un lien direct entre SPAL-V6 et celui pour Ising en champ magnétique? Ouais, alors il y a en fait des connexions avec le modèle d'Ising 2D. Je connais pas ça en détail, mais je sais qu'Yvan le discute un peu dans son papier. Bon, si mes souvenirs sont exacts, il relie même cet exposant 3/16e. Il le voit comme un certain exposant critique en fait dans Ising. Ouais. C'est un opérateur de désordre, non, quelque chose comme ça. Je crois que c'est essentiellement ça, ouais, effectivement. Ouais. Alors, ok, bon, il y a aussi en fait cette amplitude-là, en fait, cette exponentielle de 3 zeta prime de moins 1, elle intervient aussi en fait quand je regarde dans le modèle d'Ising, si je regarde la façon dont décroît les fonctions à 2 points, il y a une amplitude en fait qu'on peut calculer qui fait apparaître en fait ce genre d'objet. Bon, je ne sais pas très bien pourquoi, ça, je crois que peut-être Yvan a une façon plus... C'est un de ces ratios universels, non? Ouais, ça? ouais, Oui, exactement. Ouais. Tu sais, comme l'a mentionné le fait qu'il y avait ces résultats dans les matrices orthogonales, alors peut-être que ces paffiens apparaissent aussi directement. Peut-être, ouais. Ouais, c'est possible. Ouais, à vrai dire, je connais mieux les matrices tronquées que les matrices orthogonales. Mais tu as raison, en fait, je devrais regarder ça un peu. Surtout si tu me dis, en fait, tu vois, ça, j'avais pas tu dis qu'en fait, ces notions-là, de... C'est même très proche de la combinatoire. Ouais, c'est ça, les combinatoires, quand tu veux calculer des moments, j'imagine, en fait, ouais, d'accord, ok. Ouais, ouais, c'est fort probable, d'accord. Une autre question, si tu t'amuses à tronquer des unitaires au lieu des orthogonales, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si tu fais ça, en fait, c'est initialement ce qu'avait fait Krishnapur et compagnie. Bah, tu regardes, tu trouves en fait, c'est exactement l'équivalent en fait, hein, mais avec des AI qui sont complexes si tu veux maintenant. Ah, voilà, ouais. D'accord. Okay. Alors eux, c'était ça qui les avait intéressés en fait, parce que les zéros en fait de celui-là, en fait, c'est un joli processus déterminantal que tu peux, et donc du coup, ils avaient des liens entre ça. Et alors en fait, tu peux aller un peu plus loin. Tu peux, par exemple, là, tu vois, on en tronque qu'une. Je peux te demander ce qui se passe si j'en tronque 2, si j'en tronque 3 ou 4. Et alors là, tu obtiens en fait des choses, mais avec des matrices en fait. Ici, d'avoir un argument X, en fait, tu commences à avoir des matrices en fait, des polynômes matriciels qui sont reliés à ces. Ouais, donc ça, c'est vraiment il y a un truc assez non trivial en fait dans cette histoire qui est justement lié au fait que. Parce que bon, en fait, ce qui est compliqué à faire dans cette histoire, c'est que bon, tu réécris comment tu montres le lien entre les deux, tu calcules le polynôme caractéristique de la matrice tronquée, et à un moment, bon, bah, tu réécris ça comme... ce qui n'est pas évident, c'est de montrer qu'on voit bien qu'on va avoir un polynôme quelque part, mais le truc qui n'est pas trivial, c'est l'indépendance en fait. Et là, il se trouve que les coefficients qui apparaissent, eh bien, ils sont liés, en fait, ils font apparaître justement en fait, des calculs de traces des matrices unitaires ou des matrices orthogonales à une certaine puissance K. Et là, en fait, il y a toute une combinatoire qui te permet d'arguer, qui est liée justement, en fait, je pense, à ce genre de choses, mais tu te mets à compter des chemins, en fait, et tu vois que... ça, c'est un résultat non trivial, hein, c'est un truc de Krishnapur qu'il a fait pendant sa thèse, où tu montres l'indépendance de ces coefficients. Là, c'est crucial parce que
Parce que sinon tu tombes a priori sur un autre modèle de polynôme, quoi, ou de... Alors, écoutez, merci. Oui, alors, à nous. Bah oui, parce que C'est toujours d'accord Tu vois comme ça. D'accord. trop orthogonales, les valeurs propres sont à l'intérieur. J'arrive pas à voir comme ça. Ça a l'air vrai, mais. Si tu prends deux vecteurs, tu vois, là, C'est quoi, c'est une inégalité de relais peut-être? moi je connais pas bien ça.